Parce que le contenu, on a une grande partie de contenu qui est très technique, qui est indispensable. Parce que s'ils ne connaissent pas la technique, ils ne peuvent pas comprendre les données qui sont dans les documents. Mais en même temps, il va falloir qu'on renforce certainement cette dimension de posture de conseil. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes et à tous nos auditeurs, je suis une nouvelle fois ravie de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouvel épisode hors série. Nous sommes allés vous chercher quelqu'un de spécial puisqu'il s'agit d'une professeure iconique qu'on connaît tous de près ou de loin. Bienvenue à Céline. Comment tu vas, Céline ? Ça va super bien, Judy. Merci beaucoup de m'accueillir. Eh ben, avec grand plaisir. À force de voir tes posts et à entendre parler de toi sur les réseaux, il était devenu indispensable pour nous de te recevoir sur le podcast. Donc, c'est plutôt nous qui te remercions pour ça. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi et de qui tu es dans ton caractère ? Parce que nous, on peut voir ce qu'il y a sur les réseaux, mais si on n'est pas étudiant, enfin, si on n'est pas un de tes étudiants, on ne peut pas savoir vraiment qui tu es, ni si on n'est pas dans ton entourage. Alors, moi, je suis prof. Voilà. Je suis prof depuis le début, depuis 1995. Donc, ça fait longtemps. Et je n'ai toujours été que prof. Voilà. Donc, c'est vraiment mon cœur de compétence et c'est un travail que j'adore absolument. Donc, je crois que ce qui me caractérise, c'est ma passion pour mon boulot et mon boulot au service des étudiants. Et j'espère que c'est ce qu'ils éprouvent et qu'ils ressentent quand on bosse ensemble. J'imagine que tu as déjà eu des retours quand même. Ouais, j'ai eu des retours. Et c'est des retours à chaque fois qui me dopent, qui me boostent, parce que c'est exactement ce que je veux que les gens ressentent. Et c'est l'utilité que je veux avoir pour les étudiants. Ouais, parce que au-delà d'être satisfait entre guillemets de son travail, ça fait quand même plaisir de voir que les étudiants sont reconnaissants ou s'épanouissent ou trouvent leur voie grâce à ton enseignement. Complètement. C'est gratifiant, c'est stimulant et je trouve que ça donne du sens. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de sense making, des salariés qui sont en quête de sens, qui sont capables de démissionner parce qu'il n'y a pas assez de sens. Et moi, je me dis que je ne démissionnerai pas parce que j'ai totalement le sens que je cherche. Et est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de transmettre à tes étudiants ? Alors, le sens de mon travail, non. Parce que je suis là pour eux, qui sont dans la filiale expertise. Et j'essaie de pas les convaincre parce que je crois qu'ils sont globalement convaincus à partir de la fin du DCG que la filière a du sens. Et en tout cas, quand ils doutent et quand ils pensent se réorienter, je leur montre quand même que la filière est porteuse de sens et d'intérêt. Et donc, j'essaie aussi dans mes enseignements, tu vois, de les convaincre que ce qu'on fait, en management notamment, ça a du sens. Même si, quand ils sont en alternance, ils ne font pas beaucoup de mana, voire pas du tout. Je me dis qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre que ces concepts ont une portée future, professionnelle, et j'essaie de leur faire sentir, en fait, tous les enjeux qu'il y a. Mais je ne sais pas si je réussis. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais, mais de toute façon, le management, c'est important d'avoir les bases parce que quand on doit conseiller son client, et ça, quel que soit notre niveau d'expérience, il faut quand même connaître suffisamment de choses pour pouvoir être pertinent dans son conseil et dans la valeur qu'on apporte. Alors, c'est vrai, je pense, vis-à-vis des clients, des cabinets, mais je pense que c'est vrai aussi pour le collaborateur en interne. Parce qu'en fait, nos étudiants, ils sont amenés un jour, très certainement, à manager. Donc, ils vont avoir des alternants, ils vont avoir des stagiaires, ils vont avoir des collaborateurs sous leur responsabilité. Et je pense que c'est important qu'ils aient une vraie culture managériale au service de la performance du cabinet, bien évidemment, mais aussi pour permettre à toutes les personnes qui travaillent de trouver du sens, d'être motivées, d'être impliquées et de pouvoir ainsi donner
et être satisfait au boulot. Ouais, je vois. Et donc, tu dis que enseignant, c'est le métier que tu fais depuis toujours. Ouais. Tu as toujours été enseignante pour des étudiants dans l'expertise comptable? Alors j'ai commencé en enseignant dans un l'IUT de Sceaux, et donc là, j'avais des étudiants qui étaient en gestion comptable, un GE, ce qu'on appelle GEA. Donc c'était, voilà, dans la filière comptabilité et j'enseignais économie et mana. D'accord. Et ensuite je suis rentrée, donc dans l'ENOS, hein, où je suis toujours, donc en DPECF et DECF. DECF, ah oui, ok. Ouais, l'ancien DCG. Et après j'étais en même temps, j'étais prof, en BTS, commercial, qui s'appelait à l'époque force de vente et ça avait rien à voir avec la compta, puisque c'était, du commercial de terrain. Et donc les compétences qu'on développait n'avaient rien à voir avec, la rigueur, l'organisation, la méthode. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, que du DCG, DSCG. Que du DCG, DSCG. Et alors, qu'est-ce qui t'attire vraiment vers cette profession-là? Hem, Est-ce que je suis attirée par la profession? Je ne sais pas si je suis attirée par la profession. Je suis attirée par le contenu qui me paraît avoir beaucoup de sens. D'accord. Un sens professionnel. Donc alors je fais pas les yeux, tu vois, de compta, de droit fiscal et cetera, mais clairement ce que l'on fait a vraiment beaucoup de sens. Que ce soit dans les conseils aux clients ou même pour comprendre le fonctionnement des organisations. Et donc ça m'a toujours satisfait et je pense que c'est important d'arriver à convaincre les étudiants que tout ce qu'on fait a une vraie utilité professionnelle. Ouais. Quand je te vois sur les réseaux, j'ai l'impression que ton enseignement, il est différent de celui de d'autres professeurs. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment quelque chose de concret ou est-ce que c'est plutôt le fait que tu ta façon de communiquer est différente? Je ne sais pas si je suis différente des autres parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous, on sort tous à peu près du même moule. C'est-à-dire qu'on a globalement tous une agrégation, on a à peu près tous fait normal sup, à peu près, hein, et donc du coup, tout le monde a un sacré niveau en termes de connaissances, d'expérience et cetera. Et je pense qu'effectivement la différence, c'est la personne que je suis. Mm. C'est-à-dire, voilà, je suis quelqu'un plutôt d'ouvert, j'aime beaucoup être utile. Ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi de savoir que je suis utile aux autres. Et du coup, peut-être que j'ai une façon de communiquer plus, je sais pas, peut-être plus fun, plus cool, j'en sais rien. Et je pense que c'était les étudiants qui sont les mieux à même de répondre à la question, tu vois? Oui, peut-être. Et d'ailleurs, j'ai vu sur ton compte LinkedIn que donc tu t'identifies comme quelqu'un d'engagé et passionné, et ça se Mmh. voit, et aussi comme une fée. Ouais, comme une petite fée. Et ça, c'est un truc qui m'a fait kiffer, mais dingue. Au sujet d'un post donc sur une de mes étudiantes, Sarah, donc que j'ai observé en cours et qui m'a vraiment, illuminée quoi, tu vois? Et là, donc j'ai fait le post et puis, une des personnes qui travaille chez Duno a commenté le post et m'a comparé à une fée, qui est en fait un concept développé par un auteur en management, Alter, et je me suis dit: «Ah, j'adore!» parce que c'est un auteur que je connais. J'ai trouvé ça trop sympa de me dire: «Waouh, je me rapproche de Lilith». C'était trop mignon et puis j'adore l'histoire de la fée, quoi. Ouais. Me dire: «Ah, je suis une fée, grave, j'ai des ailes derrière, je peux faire des» tu vois, j'ai une baguette magique et tu vois, je peux avoir un côté magique. Ça m'a fait penser à la pensée magique et je me suis dit: «J'adore». Donc je me suis déclarée fée, enfin, Lionel Gouraud m'a déclarée fée et j'ai kiffé. Je vois. D'où ma présentation en disant que tu étais quand même une professeure iconique parce que il y a très peu, enfin moi j'ai très peu connu de professeurs qui s'identifiaient faits. Ah ouais, non mais grave. Bon, parlons un peu de ton expérience, de ta vie. Comment tu as vu ton métier évoluer au travers de l'évolution justement des attentes du secteur de l'expertise comptable? Parce que je pense que ce que tu enseignais au début de ta carrière
est totalement différent de ce que tu peux enseigner. Enfin, totalement. En tout cas, en grande partie différent de ce que tu peux enseigner aujourd'hui. Alors, je pense pas que le contenu ait changé. Tu vois, moi, j'étais prof d'éco, prof de mana. Je suis devenue prof de droit des sociétés, par rapport à une mutation, un poste que j'ai occupé et j'ai traversé plusieurs réformes et je trouve que le contenu, certes, bouge un peu, mais pas tant que ça. Et je pense que ce qui change, c'est surtout le fait qu'on essaie de développer des compétences et pas simplement de connaissances et que le mouvement va vers plus de mobilisation de compétences et donc plus vers des capacités à. Donc à comprendre, à décrire, à analyser, à communiquer, à expliquer, à identifier. Et ça a changé. Et ça a remis en cause nos enseignements. Ouais. Puisque du coup, on ne peut pas se contenter de donner du cours, il faut leur faire comprendre aux étudiants comment ils doivent utiliser les connaissances pour résoudre des problèmes. Et ça, c'est un changement. Et je pense que c'est un double changement parce qu'on d'abord, on nous demande de le faire et parce que les jeunes ont changé. Alors, moi, ce qu'on dit souvent avec des collègues, c'est que nous, on vieillit, mais on reste toujours au même endroit, alors qu'on voit passer des générations. Et tu vois, en effet, avec le temps, que le public change dans les comportements, dans l'attention, l'effort, la continuité de l'effort, et ce qu'il faut aussi mettre en œuvre pour garder l'intérêt et la motivation. Et ça, c'est ça qui a à mon avis, c'est surtout ça qui a changé. Et donc du coup, on doit nous aussi se positionner différemment pour toucher et pour garder le lien avec nos étudiants. Ah, c'est clair que ça doit pas du tout être les mêmes publics au travers des années. Mais je me disais aussi, même par rapport aux attentes des clients entre... En fait, moi, je vois beaucoup de choses passer et en échangeant avec beaucoup de personnes, je me rends compte que finalement, aujourd'hui, un client, il veut pas la même qualité, enfin, il veut pas le même type de conseil que avant parce que finalement, il y a beaucoup d'outils qui peuvent remplacer certaines fonctions Complètement. de l'expert comptable. Et pourtant, si les connaissances de base sont toujours les mêmes qu'on apprend à l'école, enfin qu'est-ce qui fait qu'on forme des professionnels qui restent quand même pertinents par rapport aux demandes de leurs futurs clients? Parce que justement, je pense qu'avant, tu vois, on pouvait avoir une réponse technique hyper rapide, enfin je pense hyper Mm. rapide, et qu'en fait maintenant, ben non, parce que la machine est capable de la produire, je pense à peu près, et que là, ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent très rapidement la production d'informations de l'outil et qu'ils soient capables d'analyser pour soit identifier un besoin ou un problème que va rencontrer le client et d'être capable aussi de trouver là où les solutions qui répondront à ce problème. Et normalement, le travail qu'a fait l'éducation nationale avec la réforme, c'est de travailler justement sur ces capacités-là. Et normalement, c'est censé continuer à monter comme ça en compétences, Et, avec des compétences plus sophistiquées. et par rapport à cette réforme, est-ce que c'est issu de choses que vous, les professeurs, vous avez remontées? Alors, je pense que la profession, en premier, l'a remontée, parce que les diplômes sont construits avec la profession comptable, avec l'ordre, qui fait remonter ses besoins. Et c'est notamment pour ça que dans les programmes, il y a des connaissances qui sont attendues, parce qu'elles répondent aux besoins des experts comptables. Tu vois, par exemple, au programme en droit des sociétés, on a le GAEC. Et tu te dis, pourquoi on bosse le GAEC? Mais parce qu'il y a des experts comptables en France qui ont une clientèle avec des GAEC. Oui. Donc du coup, on a besoin de ces connaissances-là. Donc du coup, c'est construit avec eux. Ensuite, c'est construit par rapport aussi au parcours universitaire, licence, master, doctorat. Et donc il faut qu'on soit aligné sur un niveau de formation, de diplôme qui sont alignés sur les parcours universitaires. Ok, je vois. Et, et les formateurs, ceux qui sont au front, c'est des gens comme toi. Et on vous sollicite de temps en temps ou c'est vraiment... Oui. Alors, certains d'entre nous,
sont sollicités pour construire les contenus, les programmes, déterminer quelles sont les compétences, les façons aussi de développer les compétences auprès des jeunes et D'accord. de déterminer aussi le champ des connaissances qu'il faudra mobiliser pour que les collaborateurs diplômés eh bien, soient effectivement compétents. Mmh. Et je sais que toi aussi, bah, enfin, est-ce que déjà tu as été sollicité pour ça? Non, dans la dernière, non, pas du tout, Ok, mais pas par... du tout. J'ai des collègues, hein, et j'ai une de mes collègues dans mon lycée qui a été sollicitée et qui a participé à l'élaboration des programmes partie juridique. D'accord. Mmh. Et ça ne t'a pas arrêté, puisque je sais que tu as écrit Ouais. des livres pour aider les étudiants Mmh. dans surtout sur le mémoire, c'est ça? Alors j'ai écrit pour le DCG Pour le DCG, ok. avec, donc des collègues, donc sur l'UE 13 communication professionnelle avec Denis Aubin et donc là, on a tu vois, par exemple, là, justement, on a fait un travail, enfin, en tout cas, on a voulu faire un ouvrage qui soit vraiment au service des étudiants, enfin ou des candidats. C'est-à-dire ceux qui sont tout seuls, même sans prof, rien, le bouquin doit les sortir de l'épreuve et doit leur permettre de valider. On a vraiment eu cette volonté de proposer quelque chose de pratique et pragmatique pour les jeunes. Voilà, et on voulait pas du tout, tu vois, faire quelque chose de super sérieux, super intellectuel, parce qu'on se disait: ben les jeunes, c'est pas ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de réussir à l'examen, il faut qu'on leur décrypte et qu'ils aient un mode d'emploi vers la réussite. Ouais. Ensuite, j'ai écrit un truc aussi pour entraîner les étudiants, enfin les candidats en tout cas, à l'épreuve de management dans un qui s'appelle Tout l'expert chez Duno. Tout ça, c'est chez Duno, hein. Et en DSCG, pareil, c'est toujours des cas avec des fiches, des corrigés, de manière aussi à permettre aux candidats de se préparer à travers des situations qui sont normalement proches de celles de l'examen. Oui, donc au final, toutes les clés possibles pour permettre aux étudiants de réussir. Ouais, pour Ça, qu'ils soient rassurés, qu'ils puissent s'entraîner et ils aient un mix entre exercice, guide et connaissance. ouais. Est-ce qu'il y a, enfin, j'imagine que ça doit être une grande fierté, mais est-ce qu'il y a de ta carrière d'enseignante, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rendu extrêmement fière que tu voudrais nous partager? Qu'est-ce qui aurait pu me rendre... Franchement, ce qui me rend le plus fière, c'est la réussite de mes étudiants. Ça, c'est le Graal pour moi ultime. C'est vrai, c'est pas d'écrire. Écrire, bien sûr, c'est cool parce que tu es sollicité et donc ça veut dire que les autres te font confiance. Et les autres, comme ce sont des éditeurs, ça peut être des collègues qui te sollicitent, tu sais que tu es reconnu par les autres, qu'ils te font confiance, donc ça assoit ta légitimité. Mais comme moi, pour moi, le plus important dans ma légitimité, c'est mes étudiants, c'est les étudiants, qu'ils me fassent confiance et que, effectivement, je ne les trompe pas, c'est leur réussite vraiment qui me comble. Ce qui fait qu'en fait, j'ai de la chance parce que je suis comblée assez souvent, parce que j'ai des retours réguliers et que ça, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Et ça se voit parce que sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, tu mets en avant un étudiant, je sais pas avec quelle périodicité, mais tu mets en avant un étudiant et sur bah, qui il est, ses capacités, ce qu'il a réussi Ouais, à ou ce faire. que je trouve génial chez lui Oui, ou chez voilà. elle. Et Ouais. ça, c'est hyper chouette parce que voir, enfin, je retourne un peu en arrière. Je sais que si mes professeurs avaient eu cette idée de nous mettre en avant comme ça nous aurait encore plus encouragés déjà dans notre cursus. En plus, on aurait ressenti un peu plus de légitimité dans ce qu'on peut entreprendre. Mmh. Il y en a qui vont tout de suite se mettre à travailler, il y en a qui vont vouloir poursuivre leurs études, il y en a qui vont peut-être vouloir créer leur propre business et avec le Ouais. bagage qu'ils ont. Donc c'est hyper important et hyper encourageant d'avoir Mmh. enfin c'est dingue. Et ça, c'est hyper fort. Je ne sais pas comment l'idée est venue cette année, hein, c'est arrivé cette année, vraiment où je me suis dit: «Mais je vais le faire toutes les semaines, je vais mettre en avant un de mes étudiants». Et donc ça a commencé au lycée, puis après, voilà, c'est au fil des regards que je peux voir, ou de la façon dont je les regarde à un moment donné. Ou parfois parce qu'ils me font des remarques et je me dis:
Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils deviennent sages là. Parfois, ils me donnent des leçons de sagesse et là, je suis scotchée et j'ai trop envie de le partager et et en fait et je sais aussi que c'est important d'être reconnu, de se dire: «Beh, oui, je suis quelqu'un, je peux y arriver» et tu vois, on en parlait la semaine dernière avec une de mes étudiantes, Léa notamment, en disant que oui, le feedback, c'est grave important. C'est super important d'avoir un feedback et bien sûr un feedback positif, constructif pour avancer. Ça, c'est vraiment important et même, tu vois, en management, on a des théories qui expliquent l'importance du feedback pour motiver et ça, c'est précieux. Et ça, en plus, c'est pas valable que dans les établissements scolaires. Ça l'est Mmh, aussi dans le travail, dans la vie de tous les mmh, jours. mais carrément et ça, c'est des compétences managériales. Mm. De savoir faire un feedback, de savoir que les autres en ont besoin, tu vois? Donc c'est bienveillance, c'est empathie, c'est écoute, c'est un moment que tu consacres, donc je dirais que c'est un moment de générosité et là, tu vois, Léa dont je te parlais, dans son cabinet où elle est en alternance, chaque semaine, tu as un moment feedback qui est naturel, hein, qui est spontané, qui est a priori un moment convivial, mais c'est extrêmement important. Bah oui, clairement. Et à t'entendre parler, au début, je t'ai présenté comme professeur, mais j'ai un peu l'impression que tu es plus comme une éducatrice parce que il y a l'engagement qui est un peu plus fort que ce que je peux voir chez d'autres professeurs. Et dans ce rôle-là, euh, quels sont les éléments clés que tu cherches à développer chez tes étudiants? La confiance. La confiance. Je crois que ce qui leur manque le plus, c'est la confiance. Tu penses Je que... trouve, j'entends hyper souvent, tu vois, c'est qu'ils enfin, je sens qu'ils se sentent pas forcément capables, qu'ils se sentent pas légitimes, qu'ils se sentent pas à la hauteur et ça, c'est vraiment triste. Et tu penses que c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû à plein de choses. Je pense que ça commence dès qu'ils sont tout petits. Ça peut être des remarques à l'école, ça peut être des remarques à la maison, tu vois, au milieu familial, ça peut être des remarques de copains ou pas, ça peut être aujourd'hui certainement ce qui se passe sur les réseaux et je trouve qu'il y a beaucoup de lieux où ils ne trouvent pas de quoi construire leur confiance et avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Alors du coup, est-ce que tu peux passer un message à ces étudiants qui pourraient nous écouter, parce qu'il y a aussi des étudiants qui nous écoutent, sur l'importance de prendre confiance, enfin un petit message. Moi, je pense que pour avoir confiance, il faut croire en soi. Et je pense qu'il faut être absolument positif. Pensée positive. Et ne pas se laisser envahir par je ne suis pas à la hauteur, enfin, tous les trucs négatifs. Il faut chasser la négativité. Alors ça peut paraître naïf, hein, mais la pensée positive, ça génère un cercle vertueux. Et oui, vous pouvez y arriver. Et chacun va y arriver à sa façon, à son rythme. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin. Tu vois bien sur les réseaux, tu as des personnes qui sont en reconversion, qui m'envoient parfois des messages et je trouve ça hyper, hyper fort. Et elles t'expliquent que ben, les messages leur ont fait du bien, ça les a rassurées, qu'elles en ont besoin, qu'elles trouvent une source d'inspiration. Et je me dis, mais carrément. Et en fait, tu peux trouver ton chemin à 47 ans, tu peux le faire ben, à 18, 19, 20, tu peux t'arrêter après le DCG, bosser, et dans 3 ans, te remettre dans une formation. Quel que soit ton chemin, il faut que tu avances, il faut que tu y crois. Et tu vas trouver les moyens, et les moyens, ça peut être des profs, ça peut être ta famille, ton conjoint ou ta conjointe, ça peut être tes amis si je ne l'ai pas dit, c'est enfin, n'importe quelle ressource, comme un podcast par exemple, tu Oui, vois. oui, totalement. Et ça, je trouve que c'est hyper fort. Ton enseignement, toi, tu l'adaptes en fonction de l'évolution constante des besoins de la profession, ou Alors, je même... le fais conformément au programme, Ok, parce que nous, c'est un diplôme d'État, oui. on a un programme et on doit respecter le programme. Et donc, c'est un engagement qu'on a de respecter le programme et de couvrir le programme.
Après, la latitude d'action que tu vas avoir, c'est dans le sens dans lequel tu le prends, les moyens que tu vas mobiliser pour développer les compétences sur lesquelles ils vont être évalués. Mais après, tu peux pas aménager le programme parce que les examens sont construits sur la base de ce programme. Oui. Et si tu fais autre chose, bah, ils seront interrogés sur un truc qu'ils n'auront pas vu et tu auras commis une faute professionnelle. Ouais, je vois. Si dans ta classe, tu as un étudiant qui veut devenir expert comptable, quels sont les 3 conseils les plus ultimes que tu lui partagerais? Alors, les 3 conseils ultimes, capitaliser. Ok. Capitaliser de la première année de DCG jusqu'au bout. Parce qu'en fait, dès qu'ils rentrent en DCG, ils vont commencer avec des UE, la compta, les fondamentaux du droit, et c'est quoi? C'est le boulot de toute leur vie. Et en deuxième année, ils enchaînent. Tout ce qu'on fait depuis la première année, c'est les racines, les fondations de ce qu'ils vont devenir plus tard. Et il faut capitaliser. Il faut arrêter d'apprendre pour les épreuves. Il faut apprendre pour l'expertise comptable. Et jusqu'à l'expertise comptable, tu as plein de chemins, tu as plein d'étapes, et c'est chaque année d'examen. Alors ça, c'est le truc, mais capitaliser les jeunes, vraiment capitaliser. Ça, c'est hyper important. Ensuite, je pense qu'il faut savoir équilibrer vie pro, vie perso. On pourrait se dire, mais ça, c'est un truc de vieux, quoi, ou de personnes installées dans le boulot. Et en fait, il faut commencer dès le DCG. C'est-à-dire que dans le DCG, c'est plutôt le perso plus que le pro. Donc, il faudrait rééquilibrer en prenant conscience très vite que le pro est déjà présent dès que tu commences ta formation. Et qu'il faut que tu arrives à parvenir à cet équilibre tout au long de ta vie, de l'école jusqu'à l'expertise. Et en développant des outils, des techniques qui vont te permettre de savoir gérer ton temps et ne pas être débordé, de ne pas être dans le stress, dans l'inquiétude qui va te faire perdre de l'énergie et parfois te faire échouer. Oui, et puis aussi parfois écouter le retour de certaines personnes qui auraient pu vivre la même chose ou qui auraient eu un peu le même contexte de vie. Alors, à la fois écouter et partager. Ouais. Tu vois, il y en a qui sont super bons, qui filent, tu vois, ils glissent dans la filière, ça passe crème. Et puis il y en a, ça râpe un peu partout, ils ont des virages un peu serrés, tu vois, ils ont des accidents, donc la voiture elle est toute cabossée. Bon, elle arrivera au bout, hein, mais bon. Et tu vois, être capable de partager pour que ça passe un peu plus crème pour tout le monde. Ouais. Donc voilà. Et en fait, on peut travailler en mode collaboratif aussi, tout au long de la filière. Parce que même si tu en as certains qui disent je suis en classe prépa, tu vois, expertise, on n'est pas dans une classe prépa. On ne prépare pas un concours. Le level est élevé, on attend beaucoup, on est super exigeant, mais c'est un examen. Donc, on n'est pas là pour éliminer. On est là pour vérifier que le niveau est suffisant pour avoir des experts compétents et qui respectent ce que peuvent attendre les clients et la loi, mais on peut tous travailler ensemble pour la réussite du plus grand nombre. D'accord. Et en troisième point? En troisième point, qu'est-ce que je dirais? Je pense qu'il faut être sur du soft skills. Ouais. Tu vois, savoir écouter, savoir rester motivé, tu vois. Je crois que être motivé. Et pour être motivé, je pense qu'il faut trouver un sens assez rapidement pour comprendre pourquoi on est là, ce qu'on a envie de devenir, comment on a envie de grandir, tout en ne se fermant jamais aucune porte. Parce que parfois, j'ai des étudiants qui me disent « Ah ouais, moi je vais faire ça et je vais m'arrêter là. » Bah non, en fait, tu vas pas t'arrêter là parce que tu sais pas comment sera ta vie plus tard. Peut-être que tu vas partir à l'autre bout de la planète, tu vas tomber amoureux en Australie, tu reviendras jamais en France, tu vois, j'en sais rien. Ou peut-être qu'effectivement, tu vas t'installer direct dès la fin du DEC, fin des 3 années, et tu vas devenir expert comptable. J'en sais rien. Et donc, voilà, restez open. Restez open. Et ça revient souvent, les soft skills, j'en entends parler tout le temps. Et d'ailleurs, on remarque que les recrutements les plus durables sont ceux qui sont vraiment basés sur les soft skills
parce que la personne, elle a tel trait de caractère, telle envie, telle motivation, qui fait qu'elle va aller au bout du projet et qu'elle est prête à apprendre ou se former ou changer de méthode, parce que des fois, on sait des choses et finalement, c'est pas comme ça qu'on va devoir les appliquer. Tandis que quelqu'un qui a déjà des compétences, mais qui est pas vraiment très ouvert à d'autres choses, et bah finalement, c'est quelqu'un qui va freiner peut-être la croissance dans une direction du cabinet ou d'une entreprise. Et tu vois ce que tu dis, être ouvert, je trouve que c'est super important. Arriver à trouver, à se dire: «Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais», être curieux, tu vois? Ça t'anime. À un moment donné, tu t'enrichis, tu dis: «Oh, j'ai pu faire ça» et du coup, ça te stimule, je trouve. Et je trouve qu'il faut que les jeunes, enfin nos étudiants, ils arrivent à trouver ces sensations qui sont, je trouve, extrêmement satisfaisantes. Bah, surtout dans un secteur d'activité où, quand on va faire les stages, on va découvrir plusieurs typologies de clients avec, Mmh. forcément, pour certains, on aura des centres d'intérêt, pour d'autres un peu moins, mais ça va être tellement riche et diversifié que il faut être prêt à ça, à être un peu agile Ouais. sur ça. À l'agilité, je trouve que c'est vraiment un concept hyper intéressant. L'être intellectuellement, être capable de bouger, de se déplacer, pour regarder autrement, pour, voir que là où il y a un problème, ben normalement tu vas trouver une solution parce que tu es tellement bien constitué intellectuellement. Tu as vu tellement de choses grâce au parcours, que ce soit en informatique, enfin je caricature SIG, en management, en compta, en droit. Bah ouais, t'inquiète, tu vas surmonter la difficulté, tu vas trouver une issue. C'est pour ça qu'on l'appelle, moi c'est ce que je pense, hein, l'expert. Oui. Il est expert. Donc du coup, c'est comme la série, tu vois, La Vieille, les experts. T'inquiète, tu passeras à côté de rien parce que tu es un expert. Ouais, c'est important de le souligner, ça. Je suis tout Mmh. à fait d'accord avec toi. Et donc là, on parle de l'attitude des étudiants, des collaborateurs, mais est-ce que tu penses que la profession, elle pourrait mieux préparer aussi les futurs professionnels? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire en plus pour que tout le monde soit beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à même de bien travailler? Alors tu vois, là, j'ai remarqué qu'au dernier congrès de l'ordre, auquel je ne vais pas, il y avait une invitée qui est une philosophe, qui est quelqu'un d'ultra connu et je me suis dit: «Waouh, l'invité de fou qu'ils ont choisi» et j'ai trouvé que cette invitée, alors j'espère que je ne vais pas me tromper parce qu'elle s'appelle, je crois, ah, je vais oublier, Fleury, Cynthia Fleury, je crois, mais je crois je dois me tromper. Mais tu vois, elle est hyper connue, tel point que j'ai oublié son nom en entier, la honte. Mais bon, et je me suis dit: «Waouh, ça c'est de l'ouverture». Ils n'ont pas invité, tu vois, un technicien, ils ont invité quelqu'un qui réfléchit, que je trouve ultra sensible, ultra tourné vers l'humain et je me suis dit: «Waouh, là, il y a une volonté de faire un virage vers une dimension plus humaine, plus RH» et puis il y avait un mot aussi qui était là, qui était courage et ça aussi, ça m'a plu. Alors je pense que l'expertise se moque de ce que je pense et de ce que je trouve bien, mais moi, j'ai trouvé que le terme de courage, c'était tellement important parce que nos DCG, tu vois, ils doivent être courageux. Le parcours est quand même un petit peu compliqué. En DSCG et souvent en alternance, il faut être ultra courageux. Et je me suis dit, mais c'est vraiment, je trouve que ceux qui arrivent au bout, ben ouais, c'est des courageux. Je crois qu'avec un podcast avec Nicolas, j'ai dû dire brave. Tu vois? Mm. Ils sont braves, mais braves au sens de des braves qui vont aller au combat, qui vont dépasser des difficultés. C'est comme ça que je les vois, en fait. Et j'ai trouvé ça génial Et et je pense qu'il faut aller encore là-dedans, tu vois? Courage, ouverture, soutien à l'intérieur des cabinets et pour soutenir la profession par rapport à tout ce qui se passe, tu vois? Qui est quand même, je trouve qu'ils sont confrontés à un environnement extrêmement complexe et incertain. et on en revient du coup aux soft skills. Ouais. À toutes ces compétences-là qu'il faut encourager parce que c'est ce qui permet Mmh. de passer les échelons, à se remotiver, à rester engagé dans les projets. Mmh. Est-ce qu'il y a des projets, des initiatives spécifiques que tu as lancées, auxquelles tu participes ou que tu aimerais lancer pour soutenir la profession
et peut-être les étudiants ou les collaborateurs? Alors, tu vois, depuis que je suis en troisième année de DCG dans mon lycée, c'est vrai que j'ai voulu qu'on consacre plus de temps à des actions non scolaires, mais à utilité. Donc, on a commencé en faisant ce que j'appelle les rendez-vous de carrière. C'est-à-dire qu'on invite trois, quatre personnes qui viennent depuis plusieurs années maintenant, on change chaque année, hein, qui viennent débattre, échanger, partager, à la fois sur leur parcours. La condition, c'est qu'ils aient tous fait un DCG, et après, pas forcément, et sur un thème que choisissent les étudiants. Donc ça, je trouve que ça a été la première chose qu'on a faite. Donc ça, c'était cool, et ça l'est toujours. Et je remercie d'ailleurs tous les professionnels, experts comptables, mais pas que, qui viennent chaque année. Et franchement, c'est hyper enrichissant. Ensuite, on a développé cette année on a appelé les rendez-vous de l'entrepreneuriat. Et donc là, on invite des professionnels, essentiellement des experts comptables, qui ont commencé à venir partager pendant 1 heure et demie, une fois par mois, donc leur parcours, leurs choix, leurs difficultés. Et ça aussi, c'est un grand moment de partage. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on a mises en place et qui paraissent importantes pour donner du sens aux étudiants et pour aussi permettre aux experts comptables de venir partager, d'être en contact avec les jeunes. Oui, c'est clair, ça doit permettre, enfin pour tout le monde, ça permet un peu de jauger les nouveaux, enfin les futurs professionnels qui vont rejoindre les Oui, cabinets. Ils ont un peu une idée de leurs attentes ou peut-être de leurs envies. Et inversement, en tant qu'étudiant, enfin moi je parle du coup en connaissance de cause parce que mon établissement avait organisé ça. C'est vraiment génial de pouvoir rencontrer des professionnels et de se rendre compte de en fait ce qu'il fait. Je pensais que ça allait me plaire, mais en fait ça va pas, c'est pas ça que je veux faire. Ou alors à l'inverse, mmh, mais c'est trop bien en fait, j'imaginais pas, ou c'est encore au-delà de ce que je pouvais espérer. complètement. Et tu vois, parfois tu as des parcours, enfin franchement, on reçoit des personnes que moi, qui m'émeuvent, hein. Quand je vois le chemin qu'elles ont parcouru depuis qu'elles étaient au lycée jusqu'à aujourd'hui, où elles ont ouvert un cabinet, ou les entreprises dans lesquelles elles ont été, je me suis dit: «Mais waouh, quel parcours quoi, c'est génial!» Ouais, Et franchement, et ça montre que c'est possible. oui, oui, Voilà, oui. alors que les étudiants, ils se disent: «Non mais moi j'y arriverai jamais». Bah, bien sûr que si, mais la preuve. On pense trop que pour être expert comptable, enfin, quand je dis on, je parle de la société. La société pense que pour devenir expert comptable, il faut euh, avoir fait j'allais dire des grandes études, mais passer le DEC, ce sont des grandes études, mais Oui, à partir du baccalauréat de gestion, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Avant, c'était le STMG, mais en fait, à partir de ce oui, bac-là, on peut aller très très loin dans l'expertise comptable. bien Il sûr, n'y a pas besoin d'être déjà fort en maths, il faut se le exactement. sortir de la tête. Et tu vois, même, tu vois, je pense que tu peux devenir expert comptable, que tu aies fait un bac STMG, que tu aies fait un bac scientifique, que tu aies fait un bac, bon, alors même ça ne s'appelle plus comme ça tout à fait, effectivement, avec les options, littéraires. Oui, Tu vois, j'avais une collègue en DCG, sa fille, elle avait fait R. Donc, du coup, pas a priori fan de maths, aucune connaissance juridique, aucune connaissance comptable. Vraiment, waouh! Elle est expert comptable, elle travaille à l'AMF, voilà, laisse tomber, carrière de fou. ouais, c'est clair. Et elle avait un bac L. En fait, je trouve que notre filière, c'est la plus tolérante, la plus ouverte, parce qu'en fait, à la rigueur, tu as aucun prérequis, tu réussiras quand même. En gros, quand tu rentres en DCG, bah, tout est nouveau. Voilà. Oui. Donc c'est pas grave. Et Et pour... tout le monde peut rentrer. Alors bien sûr, tu rentres avec des avantages. Quand tu, par exemple, tu as fait littéraire, par exemple, un truc plus littéraire, bah, tu comprends bien les textes, tu peux les analyser, donc tu analyses peut-être mieux les documents. Quand tu as fait un truc STMG, bah écoute, c'est tout cool parce que tu as fait pas mal de gestion déjà. Tu as fait du mana, donc tu as un avantage. Quand tu as fait du scientifique, tu as un raisonnement, une analyse aussi, et tu as un avantage. Donc en fait, les enfants, hein, open bar, on vous attend. Vous pourrez toujours réussir chez nous. Exactement. Aucun souci. Et donc, c'est hyper riche, quoi. Mm.
Tu vois, on n'attend pas des spécialistes dès le départ. On peut tous vous rendre des spécialistes. Donc, on est open. Et donc, il ne faut pas se limiter. Et en plus, on peut après choisir totalement vers quel euh, type de client, enfin avec quel type de client on veut Mais travailler. complètement. Et ça, c'est ouf. Si jamais on adore le sport, et ben Oui, pourquoi pas bosser avec des sportifs. Si on adore la musique, pourquoi pas bosser avec un cabinet qui gère des musiciens. Enfin, c'est... oui, complètement. Tu peux vraiment faire. Allez. Tu vois, j'ai une ancienne étudiante, il faut que j'arrête de dire étudiante, mais ancienne, euh, qui a été vraiment une rencontre remarquable. Voilà, vraiment, elle m'a beaucoup apporté. Je pense que c'était mutuel. Et donc là, elle fait l'expertise, hein, elle est sur sa deuxième année d'expertise, enfin de stage expertise. Et en même temps, elle passe une formation dans le domaine comment dire, du sport. Tu vois, donc elle complète pour pouvoir être agent sportif Ok. et Là, agent de joueur, quoi. là, elle Et est... là, elle s'aperçoit que le DSCG, lui a donné des bases juridiques incroyables. Bah oui, c'est ça. Donc, on est vraiment une formation qui propose un niveau, un panel extrêmement étendu, mais qu'on a du mal à faire découvrir avant le bac. Parce que ça, je te parle de personnes qui ont passé le bac, enfin, donc qui sont après. Hmm. Et en fait, il faudrait qu'on arrive à le faire comprendre, à le diffuser avant. Mais comment tu penses qu'on pourrait réussir à faire ça? Alors, je pense qu'il faut travailler au sein des établissements, enfin, que l'ordre rentre dans les établissements publics, notamment publics, hein, elle peut rentrer dans les établissements privés aussi, mais tu vois, rentre, arrive à communiquer, crée un réseau pour être davantage présent dans les établissements, tu vois, de la seconde à la terminale. Et peut-être même avant, tu vois, pour que ce métier d'expert soit aussi connu, tu vois, parce que tous les enfants se mettent à jouer, par exemple, au médecin. Donc, ils connaissent le médecin. Pourquoi est-ce qu'ils le connaissent? Parce qu'ils y vont. Et c'est vrai qu'un enfant ne va pas chez l'expert comptable. Donc, il faut trouver une voie d'entrée, tu vois, un peu plus générale, quotidienne. Il faudrait trouver, je pense, un point d'entrée qui montre que l'expert comptable, c'est un partenaire du quotidien. Ouais. Tu vois, quelqu'un que tu peux rencontrer. Mais ce qui n'est pas la réalité quand même. Et donc, c'est ça qui est difficile. Parce que pompiers, ils savent ce que c'est. Parce que tu en vois souvent, comme policier. Alors que l'expert comptable, bah, tu le vois pas facilement Non, quand tu es petit. et puis c'est vrai qu'à la télé ou dans les médias, on peut facilement retrouver une image de pompier. Donc, enfin, puis même, Mm. ça Ou a de un certaines uniforme. professions, hein. Oui, oui, Comme enseignant, tu vois, c'est l'objet oui. de films. Tu as des films sur les enseignants, sur les avocats, sur les policiers. Voilà, donc du coup, ça rentre dans, je dirais, l'inconscient collectif. Ça fait partie de notre culture. Ouais. L'expert comptable, moins. Mais t'en as, hein. Tu as Monsieur Wolf, c'est une série, enfin, c'est un film, pardon, avec un expert comptable. Bon, qui est aussi tueur à gages, mais c'est un accessoire, c'est pas obligé, tu vois. Donc, tu en as quelques-uns comme ça. Oui, c'est même interdit, hein, mais Ah ouais? Ah bon, faut que je revoie mes cours. euh, concernant l'avenir de la profession, comment toi tu le vois évoluer? Alors, je pense, hmm, peut-être que je me trompe, mais je pense enfin, que la profession est à une espèce de croisée des chemins. Tu as un moment, je pense qu'on est sur un moment où on voit bien qu'il y a une grosse tension, un grand mouvement, parce que derrière, il y a un mouvement social, avec des attentes, des valeurs. On voit bien qu'il y a des phénomènes socioculturels qui sont puissants. Et puis, il y a ces bouleversements technologiques qui sont extrêmement puissants aussi et qui sont révolutionnaires. Je pense qu'il y a vraiment une révolution technologique qui modifie radicalement les attentes des clients, des professionnels, enfin, donc des experts. Ça bouleverse, je pense, le marché et c'est plus ou moins confortable. Et je me dis que effectivement, il y a des chances qu'il y ait des aspects du métier qui disparaissent, et ce qui pose la question de la place qui va rester pour les individus qu'on aura formés. Et comment est-ce qu'on peut accompagner et trouver une place à tout le monde dans cette révolution. Ça, c'est la grande question.
parce qu'il y en a Ouais, qui vont savoir s'adapter, il y en a pour qui ça va pas être le cas. oui. Tu vois, Euh, on en parlait avec une de mes étudiantes que je suis sur un rapport de stage. Dans son cabinet, bien sûr, il y a la facture électronique, tout le truc à mettre en place. Donc, elle a fait un travail là-dessus. Et donc, je lui dis, mais là, ce que vous me présentez et ce que fait le cabinet, ça me paraît une usine à gaz. Je me dis: «Mais waouh, l'enfer pour le cabinet, pour les clients, convaincre les clients» et je lui dis: «Mais là, les clients, ils vous ont pas dit, pourquoi je vais payer pour un travail que je dois faire en partie à votre place?» Il me dit: «Mais exactement, c'est une difficulté qu'on rencontre» et je me dis: «Beh, bien sûr» et comment on fait? Comment on se positionne pour convaincre le client qu'on a toujours une valeur ajoutée, alors qu'on lui en demande un peu plus à lui? Je trouve que c'est est vraiment complexe. ouais. Mais du coup, les métiers vont être obligés d'évoluer. Mmh, Moi, je suis persuadée qu'il y aura beaucoup plus de conseils, des choses une expertise qui est propre du coup aux professionnels de la comptabilité parce qu'ils restent experts, comme on disait tout à l'heure. Mais par oui, contre, pour toute la partie un peu redondante et technique, enfin, ça, c'est des choses qu'on dit ouais, depuis toujours. En fait, il n'y a pas vraiment de valeur à faire ces tâches-là. Donc, en tout cas, forcément, je pense qu'il y en aura plus. ouais, Je pense forcément, que enfin, je sais pas à quoi l'horizon, hein, mais je me dis que les machines apprennent, elles vont le faire, elles le feront de mieux en mieux et clairement, tous les opérateurs de saisie ou autres sont amenés, à mon avis, à disparaître et donc effectivement, il faut apporter du conseil. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de dire: «OK, on apporte du conseil». Mais comment tu apportes du conseil? Comment tu sais quel conseil tu apportes? C'est pas la même chose et je pense que on le dit je l'entends, hein, c'est beaucoup de déclaratifs où j'ai l'impression beaucoup d'injonctions. La question, c'est est-ce que vraiment cette culture du conseil est là? Est-ce que les clients vont se tourner spontanément vers leur expert pour avoir des conseils? Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le conseil et qui existent sur le marché depuis longtemps, avec une expertise de conseil. Et je me dis que les experts comptables rentrent dans un autre champ concurrentiel, leur champ concurrentiel d'origine. Et que s'il ne suffit pas de se déclarer apporteur de conseils pour être reconnus comme légitimes par les clients, pour être des apporteurs de conseils. Moi, j'ai quand même entendu de la part de clients dire, dans le cadre d'enquêtes que mènent des étudiants, tu sais, dans le cadre du mémoire de DSCG, notamment par exemple sur les tableaux de bord, l'accompagnement de la start-up. Quand on demande aux start-upers ou quand on demande à l'entreprise qui réfléchit à un tableau de bord, est-ce que vous iriez votre expert comptable? La réponse est beh, pas toujours, parce qu'il ne connaît pas forcément bien mon secteur, mon marché et donc c'est pas il a pas une vision parfois trop limitée de ma situation et de mon environnement et donc du coup, je me dis que certains clients vont pas aller spontanément vers l'expert comptable pour certains conseils et donc il faut et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes experts comptables qu'on voit sur LinkedIn qui justement travaillent leur contenu, communiquent sur leur contenu, offrent du contenu en montrant que justement, ils peuvent apporter du conseil et je pense que c'est important qu'ils le fassent et je pense qu'ils sont vraiment, comment dire? Intelligents à le faire parce qu'effectivement, il faut convaincre le public qu'effectivement, ils sont apporteurs de conseils. oui, il va falloir qu'ils fassent l'effort Ouais de et qu'ils changent montrer. d'image, tu Oui, vois? C'est pas juste des experts comptables, c'est des experts conseils. ouais. Et puis, je pense qu'il va y avoir aussi des cabinets qui vont tenter de recruter des consultants ou d'autres spécialistes Ouais, parce que les demandes, elles vont évoluer. Comme ouais. tu disais, le client, il va pas payer quelqu'un pour quelque chose qu'il fait lui, alors Mmh mh. que avant c'était l'inverse. Mmh. Donc ouais, il y a un tournant qu'il va falloir saisir et tous les cabinets ne le feront Alors pas forcément. oui, tout à fait et je pense qu'ils doivent le saisir, mais nous, en tant qu'enseignants, à travers les programmes qu'on va devoir dispenser, il va falloir aussi qu'on permette, tu vois, qu'ils aient ces compétences dans les prochaines générations. Parce que de contenu on a une grande partie de contenu qui est très technique, qui est indispensable.
parce que s'ils ne connaissent pas la technique, ils ne peuvent pas comprendre les données qui sont dans les documents. Mais en même temps, il va falloir qu'on renforce certainement cette dimension de posture de conseil, tu vois? Qu'ils sachent, davantage utiliser notamment le management dans le cadre d'autres domaines. Mais oui, totalement. Et en même temps, il faut que, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes aussi, vous devez respecter un programme, certaines choses. Donc, il faut aussi trouver un équilibre, enfin, pas un équilibre, mais il faut réussir à placer ça dans le programme et la structure initiale Oui, qui, du coup, est totalement cadrée par l'ordre et l'éducation nationale. oui et il faut en plus qu'on le fasse parce qu'il faut que les diplômes restent reconnus Bah oui. comme des diplômes universitaires, tu vois? Licence, master, doctorat, quoi. Mm. Donc c'est important aussi pour la reconnaissance des diplômes acquis. D'accord. On approche de la fin du podcast. Ouais. J'ai une avant de te poser notre ultime question, je voudrais J'ai savoir préparé si une réponse, ah oui? pas de fou. On va écouter ça dans 2 minutes. Avant, j'aimerais savoir si, tu avais quelque chose que tu voulais faire passer ou à ajouter à la conversation qu'on avait pu avoir? Ce que je pense que j'aimerais rajouter, c'est de dire que vraiment cette filière et nos diplômes permettent à un très grand nombre de personnes de pouvoir s'insérer avec succès dans la vie. J'ai beaucoup d'étudiants, parce que ça fait longtemps que j'enseigne, qui viennent de milieux plutôt défavorisés. Et je ne sais pas si aujourd'hui, il y a un autre diplôme national d'un tel niveau qui permette une telle réalisation de soi et une telle montée, tu vois, dans la société, avec une belle légitimité et une belle reconnaissance sociale. Oui, c'est un réel ascenseur social. Oui, Cette formation, c'est dingue et c'est quelque chose qui est possible qu'avec du travail et de oui, la détermination et c'est encore plus beau parce que il suffit pas de claquer des doigts. Il faut aller au bout exactement. du DCG, il faut aller au bout du DSCG, il faut aller au bout du DEC si on va jusque là et ça c'est vraiment enfin on peut être fier que quand on atteint Oui. tout ça Et c'est pas simplement ne pas claquer des doigts, pardon, mais c'est aussi de ne pas avoir besoin de claquer de l'argent. aussi. Tu vois? Ça veut dire que c'est accessible, même si tu es pas riche. Le système public, l'alternance, permet à chacun de pouvoir monter, d'avoir une licence, un master, le DEC, de pouvoir être reconnu, rentrer dans une grille de salaire, je pense, qui est, je sais pas, je veux dire, honorable. Enfin, et ça, juste comme tu le disais, par un travail personnel, sans avantage, sans avoir besoin forcément d'un réseau. Et je dirais que du coup, c'est un diplôme, faut un parcours de justice. Et moi, j'adore Totalement. la justice. Oui, totalement. Alors passons à notre dernière question. Ouais. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pour quelle Ah, raison? alors, je vais te raconter un truc. J'ai triché. J'ai mobilisé mes étudiants en leur demandant quel est leur compte comptable préféré. Ok. Et avec ça, j'ai décidé de raconter une histoire avec des Ah, comptes j'adore. préférés. Donc, je me suis dit que j'allais prendre le compte 512 et le 421 pour un gros salaire et la banque. Comme ça, je partirai en vacances. Que j'allais mobiliser le compte 530 pour boire des coups sur la route. Un petit café, tu vois, ou un coca pour reprendre de l'énergie. Voilà, ou m'acheter des bonbons. Ensuite, j'allais prendre le compte 62,51. J'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que je crois que c'est voyage et déplacement. Que j'allais utiliser le compte 21,82 pour mon véhicule immobilisé, tu vois, hein. Mhm. Et après, je me disais que j'allais être condamnée pour ABS. Et ça, c'était un clin d'œil à un poste de Boris. Voilà. Donc, voilà. Ok, bah Du super coup, j'ai mobilisé réponse. des comptes, hein. Oui, j'ai vu ça. C'est une des réponses les plus originales, je pense même la plus originale que j'ai eue face à cette question.
En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que tu auras passé un bon moment. Un excellent moment. Super. Moi, j'ai apprécié. Je trouve ça super chouette de donner la parole à des éducateurs et aux personnes qui forment les futurs professionnels de la profession. Si jamais on veut te contacter, j'imagine que tu es disponible sur LinkedIn. Carrément. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à échanger avec toi. Et puis sinon, je te souhaite, Lama Conta et Génération Comptable te souhaite une bonne continuation. On espère te croiser peut-être sur des événements. Est-ce que tu participes à des événements? Non, mais j'ai l'intention. Je me dis que ça serait vraiment bien. Ça serait top. Je pense que ça peut faire du bien à la profession de rencontrer aussi les professeurs. Oui. Merci beaucoup en tout cas à toi, à Lama Conta. Avec plaisir. D'avoir pensé à moi et de nous avoir donné, à nous, profs, de la visibilité. Avec Merci beaucoup. Avec plaisir et on se dit à bientôt alors. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.